Ça marche. Allez, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Alors, pour nos conférences du jeudi, comme on les a initiées depuis quelques temps, ce soir, donc, on accueille Catherine Thomas, qui est conservatrice au musée du Verre de Charleroi, en Belgique, donc depuis 13 ans dans ce musée. Le musée lui-même est installé depuis 20 ans au bois du Casier, je crois. 18 cette année, 20 ans, 2027. 20 ans bientôt. Et sinon, il existe depuis à peu près 50 ans. Et c'est justement un petit peu cette histoire qu'elle va nous raconter ce soir. Ce qui vous est proposé, c'est c'est une conférence qui présente une institution, un musée, l'histoire de ce musée du Verre de Charleroi depuis qu'il existe, pourquoi il existe à Charleroi, et puis comment il a évolué au cours de ces 50 années d'existence, et voire même peut-être les projets à venir. Donc c'est un plaisir, Catherine, de t'accueillir ici, et c'est vrai que ça l'est d'autant plus qu'on est régulièrement en contact et en relation professionnelle, nous travaillons régulièrement ensemble. Nous avons eu la chance aussi de prêter, de s'emprunter des objets pour des expositions, pour ma part de venir en conférence aussi à Charleroi. Et donc c'est un plaisir aussi aujourd'hui de t'accueillir réciproquement à Conches. Merci Eric pour l'invitation. Merci. Je me promène un peu ailleurs que dans vous êtes. Alors bonsoir, donc Eric a plus ou moins bien résumé la situation. Effectivement, je travaille au musée du Verre depuis 13 ans, c'est une institution qui existe depuis 50 ans. Mais avant de vous parler du musée du Verre, je pense qu'il y a inévitablement une petite histoire à vous raconter. D'abord, je voulais resituer Charleroi, parce que voilà, donc Charleroi, c'est dans le sud de la Belgique, dans la partie francophone. On est à 40 minutes de la frontière française. On est à exactement 394 km d'ici. Si vous avez envie, 80 000 de route, n'hésitez pas à venir rendre visite. Donc Charleroi se situe sur un bassin, sur le bassin de la Sambre et de la Meuse, de la Sambre et de la Meuse, qui est un bassin important, qui était un bassin important pour le développement économique et industriel de la Belgique, et même bien avant. Alors c'est autour de cette ligne de la Sambre et de la Meuse que un tiers de la population de la Belgique francophone habite. C'est un territoire anciennement industriel, tout d'abord charbonnier, mais qui va attirer d'autres types d'industries. Et s'il y a un musée du verre à Charleroi, c'est parce qu'en fait, un jour, il y a ici développé une industrie du verre. Alors, cette histoire du verre à Charleroi, elle commence au XVe siècle. Et au XVe siècle, on recense dans des contes de ce qu'on appelait alors la principauté de Liège. À l'époque, la Belgique est un territoire morcelé entre différentes puissances européennes. Et dans un conte de la principauté de Liège, on mentionne en 1447 la mention d'un four à verre dans le hameau de Lerne, qui est un hameau qui se situe à environ 20 km de Charleroi. La première verrerie qui est officiellement recensée sur le territoire de Charleroi, qui est une ville qui est fondée en 1666. C'est pour ça que je ne parle pas encore vraiment de Charleroi pour le moment. Une verrerie s'installe à Jumet, au lieu des Amandes, propriété de la famille de Collet, qui est une famille française qui vient sur le territoire à l'époque des Pays-Bas espagnols. Parce qu'à l'époque, au XVIIe siècle, le territoire belgique est sous l'administration de la couronne d'Espagne. Alors en 1666, c'est l'acte fondateur de la ville de Charleroi. La ville de Charleroi qui est d'abord une citadelle qui est créée pour se défendre contre les invasions de Louis XIV. Malheureusement, ça n'a pas marché parce que dès 1668, la citadelle en pleine construction tombe sous l'escarcelle de Louis XIV. Et c'est pour ça que nous avons eu droit à des fortifications de Vauban, comme beaucoup de villes en France. Mais revenons un instant pour terminer. Et en 1669, donc Jean de Condé, qui est aussi originaire de Royaume de France, obtient de Louis XIV l'autorisation d'installer une verrerie dans les faubourgs de Charleroi. Et là, c'est vraiment l'acte, on dit toujours que c'est l'acte fondateur de l'industrie du verre à Charleroi, en dehors des petits éléments que je viens de vous mentionner plus tôt. Donc voici une carte, donc la carte qui est à votre gauche,
C'est une carte de la région, donc de Charleroi, avant la naissance de Charleroi. D'ailleurs, j'ai entouré le petit village de Charnois, qui est en fait le village qui va être rasé pour pouvoir construire la citadelle, qui est représentée sur votre droite. Et donc, comme je disais, les 20 des mouvements. Alors, ce qui va surtout être important finalement dans le développement de l'industrie du verre, alors jusqu'au début du XVIIIe siècle, la production verrière en territoire de Charleroi, c'est de la verrie mixte. On produit du verre à vitre avec la technique de la cive. On fait également des bouteilles ou bien de la gobeleterie. Ce qui va surtout marquer finalement l'histoire de Charleroi au niveau du verre, c'est qu'au début du XVIIIe siècle, et plus spécifiquement à l'époque autrichienne, c'est que les verries se développent considérablement parce qu'on est dans une période de paix et qu'on va manquer cruellement de main-d'œuvre. Alors, comme je dis toujours, il n'y avait pas encore de téléphone, ni d'internet, ni de journaux, mais il se fait que des verriers qui viennent de l'Empire allemand vont arriver à Charleroi et ils n'arrivent pas tout seuls, ils arrivent avec leur savoir et ce qu'on a le savoir le soufflage en manchon qui permet de fabriquer du verre à vitre. Alors le soufflage en manchon, c'est une très vieille technique qui a été théorisée par Théodose au 5e siècle après Jésus-Christ. Alors en quoi ça consiste? Elle consiste très simplement, on souffle une bouteille, on fend la bouteille et après on recueille le verre pour en faire une vitre. Donc c'est peut-être que on peut le voir représenté sur le schéma à votre gauche. À votre droite, on voit, je voulais un peu vous montrer justement la mention de développement de cette verrie au XVIIIe siècle. Alors, ce sont des extraits d'un document très important pour la connaissance du territoire, on va dire, géographique du territoire des Pays-Bas, à ce moment-là autrichien, parce qu'à l'époque, la Belgique est sous autorité autrichienne. Et donc, sur les cartes de cabinet du comte de Ferraris. Et là, on voit bien, donc on voit l'Aude-Linsart, on voit les mentions de Véry. Bon, malheureusement, je n'ai pas le pointeur, mais vous pouvez voir Véry sur le centre. Et puis, alors, à Jumel, également Véry. L'Aude-Linsart et Jumel sont les deux villages qui entourent la citadelle de Charleroi, qui vont être vraiment les endroits où on va vraiment connaître un développement massif de Véry au XVIIIe et surtout après au XIXe. Alors, le verre continue à se développer et ce qui va vraiment donner un coup d'impulsion à cette industrie, ce qu'on va appeler plus tard l'industrie du verre, c'est la naissance de la Belgique en 1830. La Belgique, jeune État, va vouloir monter en grade et rejoindre le haut du pavé et devenir une puissance industrielle mondiale. Elle va y arriver notamment en favorisant aussi le développement du chemin de fer, qui connaît ses premiers développements en Belgique déjà en 1838, alors qu'on vient à peine de l'installer pour les premières lignes en Angleterre. Et on va avoir un développement industriel considérable jusqu'à l'aube du XXe siècle. Alors, sur cette carte, vous voyez en fait répartis les différents types d'industries du verre qui vont se développer tout au long de ce fameux axe de la Sambre et la Meuse qui traverse la Wallonie. Alors, du côté de Mons, si vous voyez Mons est situé à droite sur la carte de la Belgique, dans la Belgique francophone, on va surtout voir apparaître des gobeleteries. Du côté de Charleroi, ce sera le verre à vitre. Du côté, alors entre Charleroi et Namur, là, on va voir apparaître des entreprises qui fabriquent de la glace. Notamment, si vous connaissez Saint-Gobain. Saint-Gobain a eu 3 hauts chapitres dans la région, avant de tout fermer en 2017. Alors, la Belgique, qui vient de naître, veut un peu faire sa promotion internationale au niveau de l'industrie. Et donc, elle publie un formidable ouvrage en 1855 qui s'appelle La Belgique industrielle et qui en fait a un document iconographique précieux parce qu'il permet finalement on s'imagine que c'est un peu des images d'Épinal, mais en fait, ça permet de se représenter aussi quelles étaient les verries déjà existantes au milieu du 19e siècle et pouvoir les recenser et pouvoir aussi s'imaginer à quoi les installations pouvaient ressembler à l'époque. Et concernant la verrie de Largo qui est juste en dessous, on a des documents plus récents, des photographies plus récentes de la fin du 19e, et on peut dire que les dessins sont plus ou moins fidèles à la réalité. Alors la Belgique va vraiment connaître un développement industriel sans précédent, et tant aussi bien au niveau de l'industrie du verre que on a également des
développements technologiques certains. Et un grand apport dans l'industrie du verre au XIXe siècle à Charleroi, c'est l'introduction dès 1885 de ce qu'on va appeler les fours à bassin. Alors les fours à bassin, c'est une invention de Frédéric Siemens. Donc Frédéric Siemens, c'est un ingénieur allemand. Et en fait, c'est en Belgique qu'il a pu, et dans le territoire de Charleroi plus précisément, qu'il a pu expérimenter d'abord ces fours à bassin pour ensuite être installés dès 1885. Alors, qu'est-ce qui va modifier considérablement entre les fours à peau classiques et le four à bassin? Les fours à peau, un pot contient 250 kg de verre maximum en fusion. Un four à bassin, pour ceux de cette époque, c'est 2,5 tonnes. Alors, la différence, c'est alors que dans les fours à peau, vous travaillez par pause, avec les fours à bassin, vous allez travailler en continu. Et donc, ça va considérablement développer la puissance de production de l'industrie du verre à Charleroi. Alors, de nombreuses verreries vont s'installer, mais en raison des développements technologiques, on va avoir un effet de concentration. Alors, comme vous voyez dans les chiffres, en 1834, on a 21 verreries, en 1874, on a 54 verreries, en 86, donc à l'aube de l'installation des fours à bassin, on compte 41 verreries qui comptent 4541 ouvriers. Donc, quand je parle d'ouvriers, on parle des souffleurs de verre, des gamins, des porteuses de canons, des ferronniers, des potiers, etc. Parce qu'il faut savoir qu'à Charleroi, en tout cas dans l'industrie à Charleroi, on avait des poteries dans les verreries pour qu'ils fabriquent eux-mêmes tout ce qui était réfractaire pour les fours de verrerie. En 1896, donc à l'aube du XXe siècle, on n'a plus que 23 verreries, mais avec quasi 10 000 ouvriers qui travaillent au sein de ces verreries. Et finalement, on a à l'aube de la Première Guerre mondiale, on n'en compte plus que 19, mais toujours avec quasi 10 000 ouvriers. Donc, en plus, c'est un savoir-faire qui est reconnu au niveau mondial, parce qu'il faut savoir qu'il y a des verriers gallo-norvégiens qui sont partis en Scandinavie, en Russie ou aux États-Unis pour apprendre le savoir-faire du soufflage du verre au canon. Enfin, en manchon pour vous de ce côté. Alors, ici, vous avez quelques vues des verreries de Charleroi. On voit, ce sont vraiment d'énormes bâtiments avec vraiment. Alors, les chemins de fer. Alors, on avait tout un réseau de chemins de fer secondaires qui étaient développés pour pouvoir entrer directement dans les verreries pour charger les pièces de verre qui après partaient d'exportation. Alors, ici, sur la vue des verreries Morel à l'Insart, alors vous avez, sous la partie basse, vous voyez les contreforts du bâtiment en fait, qui soutiennent le four à bassin à l'intérieur. Alors, vous avez quelques vues d'ouvriers. Alors, vous avez les fameux souffleurs de canon, de manchon, excusez-moi, non du canon à Charleroi, sur votre droite et sur votre gauche également. Alors, le côté un peu comique de celle-ci, c'est une photo qui date de 1882 et on a mis un enfant dans un canon. Alors, à l'époque, voilà, au 19e siècle, comme vous le savez, les enfants au travail, c'était monnaie courante. J'ai toujours tendance à dire qu'il ne faut pas considérer le travail des enfants en Italie comme le travail des enfants dans la sidérurgie ou dans les mines. L'enfant, il est là pour apprendre. Bien sûr, le travail est dur. Bien sûr, on ne va pas nier le fait que c'est un travail difficile et que ce n'est pas du travail pour les enfants, mais ils sont là pour apprendre un métier, pour censé devenir souffleur de verre. Parce qu'il faut savoir que les souffleurs de verre, c'est un nom dans le soi. C'est vraiment le nom de l'entre-soi. On se marie entre filles et fils de verriers. On apprend le savoir qu'à des gens qui sont issus du sérail des verriers. Et si on a accepté quelqu'un de l'extérieur, c'est vraiment un titre très, très, très exceptionnel. D'ailleurs, les conditions de travail étaient rudes, mais en réalité, ils gagnaient aussi excessivement bien leur vie. Quand j'explique le travail, j'explique le rapport de salarial chez nous, mais voilà, là où un mineur gagnait 1 franc, le souffleur de verre en gagnait 16 à 20 francs sur la journée. Donc, pour vous dire que le rapport salarial était quand même assez conséquent, et d'ailleurs, on en veut pour preuve que c'est vraiment un groupe social à part, une petite bourgeoisie ouvrière qui avait vraiment des moyens, et les archives qui subsistent le prouvent. Alors, malgré tout, donc, je viens de vous présenter une industrie qui reste profondément, même si elle est puissante, même si elle est productrice, c'est une industrie qui reste très longtemps fort artisanale. Et Charleroi est aussi une plaque d'innovation, et à Charleroi, il y avait 2 ingénieurs, Émile Fourcault et Émile Gopp, qui au début du XXe siècle vont mettre au point un des principes d'étirage mécanique de verre plat,
Donc, vous connaissez l'IBOS, vous connaissez le flot de glace. Mais à Charleroi, on a également inventé un procédé qui, il y a encore 10 ans, était d'application Very Shot à l'offre pour produire du verre au palon. Donc en fait, le principe de l'étirage vertical, donc le dépôt du brevet, c'est en 1903. En 1905, on a la construction de la société Fourcault. Et en 1914, la première mise en route des verries, donc mécaniques, à Dampremy, près de Charleroi. Donc ça, c'est une vue de la machine. Et en fait, comment ça fonctionne? Sur la partie jaune, ça représente un four à bassin. Et donc, vous avez une espèce de U au centre du four. Et en fait, le U va agir avec, selon le principe des vases communicants, il va attirer le verre dans un système de traction. Et donc, le verre remonte ce système de traction qui est aussi un système de refroidissement. Et en fait, vous avez tout en haut, donc vous imaginez une machine qui fait au moins 10 mètres de haut, au moins les plus hautes font 15 à 20 mètres de haut, et vous avez un ouvrier qui, en fin de course, coupe les morceaux de verre au fur et à mesure que le verre sort de l'étui. Alors, bien entendu, voilà, le XXe siècle n'a pas échappé à la mondialisation, et ça commence déjà après la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, il y a deux verriers qui vont naître des cendres de la guerre, à savoir Univerbel, donc l'Union des verriers mécaniques belges, qui va continuer à exploiter le principe des verries Fourcault. Et alors, il y a vraiment un phénomène. Donc, de 18 usines en 1930, il va vraiment y avoir un principe de concentration entre 1930 et 1950. Et ils vont aussi spécialiser leurs produits pour être concurrentiels sur le marché international. Donc, ils font donc le polyglace, c'est du verre, c'est du double vitrage, le vitrasol, c'est du verre anti-solaire. Et leur concurrent, ça va être Glaver, qui lui est un groupe constitué en 1931 et qui va lui fusionner avec des glaceries de la basse, donc de la région entre Namur et Charleroi, donc ce qu'on appelle la Basse-Sambre. Et ils vont fabriquer de la glace, mais là aussi, ils vont connaître un phénomène de concentration et ils vont aussi spécialiser leurs produits pour l'international. Excusez-moi, j'étais trop vite. Et donc, eux, ils ont un produit emblématique qui s'appelle le Thermopan, qui est en fait la version double vitrage de l'autre, mais avec un double, entre autres. Mais en fait, vous imaginez bien que les deux groupes verriers en Belgique, ça n'a pas forcément été de bon ton. Donc, du coup, à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils vont arrêter de se marcher sur les pieds. Et donc, ils décident de fusionner. Et en 1969, Univerbel et Glaver fusionnent pour donner naissance à Glaverbel. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. C'est un grand groupe verrier belge qui a fait la gloire de la Belgique verrière industrielle entre 1960 et le début des années 90, et encore après. Alors, Glaverbel, donc finalement, c'est de toutes les usines dont je vous parlais, on vient à 8 usines, donc 6 en Wallonie, donc finalement 6 des 23, des 23 qui restaient à la fin, avant la Première Guerre mondiale, et 2 en Flandre. Il faut savoir qu'ils avaient installé une usine près d'Anvers, parce qu'il y a des mines de sable, enfin, des carrières de sable, et une sur la côte pour l'exportation. Ils vont créer des centres de recherche et ils vont avoir 2 sièges administratifs, un à Charleroi et un à Bruxelles. Et Glaverbel, c'est le premier groupe verrier européen qui installe le flot de glace en Europe continentale. Donc le flot de glace est un procédé américain. En 2-3 vues des usines de Glaverbel, vous avez d'abord le superbe centre, le siège social de Glaverbel qui est construit inauguré en 1967 et qui est aujourd'hui considéré comme un fleuron architectural aux années 60 à Bruxelles. Effectivement, c'est un magnifique bâtiment. Puis vous avez une vue aérienne des verries de Moutier, où on a installé pour la première fois le flot de glace en Europe. Et puis 2 autres, la vue de Oudin. Donc Oudin, c'est entre Mons et Charleroi, et Gilly, près de Charleroi. Alors, finalement, de nouveau, la mondialisation dans ce cas-là, finalement, c'est le groupe japonais AGC qui va racheter Glaverbel en 1981. Glaverbel qui n'emploie plus à l'offre 1500 personnes. Et finalement, aujourd'hui, Glaverbel est devenu AGC. C'est en Belgique, à Charleroi et à Louvain-la-Neuve. Donc, Louvain-la-Neuve, c'est une cité universitaire, mais qui a tendance à se développer quand on fera des pôles de recherche. C'est en Belgique que se concentrent l'ensemble des activités d'AGC en Europe. Donc ça, c'est pour l'histoire
brièvement expliquer l'industrie du verre à Charleroi. Et donc, ben voilà, je viens de vous raconter une histoire, certes rapidement, mais une histoire. Et voilà, à un moment donné, on s'est dit, est-ce qu'on va laisser cette histoire mourir ou bien est-ce qu'on va en faire quelque chose? Et donc, du coup, on a l'idée d'un musée. Alors, d'où vient cette idée? En fait, au début, après la Seconde Guerre mondiale, ben voilà, vous êtes en période de reconstruction, c'est le plan Marshall, on n'a plus beaucoup d'argent, enfin voilà. Et on décide alors de fonder un institut national, un institut de recherche de recherche d'application pour le verre, un institut qui ferait des recherches pour l'ensemble de l'industrie du verre belge. Et parallèlement, en fait, on décide la création d'un musée. Et c'est un souhait qui était partagé et par ce qu'on appelait à l'époque l'association pour l'étude des produits siliceux. Et la ville de Charleroi, alors qui était dirigée par le bourgmestre Joseph Thierry. Alors, la première fois que le nom du musée du verre apparaît dans une convention datée de décembre 1950, où il est convenu entre la ville de Charleroi, l'association pour l'étude des produits siliceux et l'État belge, que l'État belge construirait le bâtiment où on abriterait et l'Institut national du verre et le musée du verre, et la ville de Charleroi et les gestionnaires de l'Institut qui géreraient le bâtiment. Pour le musée du verre, les intentions ont très vite été claires. Vous voulez un musée qui raconte l'histoire du verre, l'art et les techniques. Alors, vous savez, déménager un musée ou en construire un, c'est sur le temps long. Enfin, je ne dois pas te le dire, n'est-ce pas, ça prend toujours du temps. Et en 1959, on se décide enfin sur le lieu. Le lieu, en fait, ils vont décider de construire le bâtiment sur l'ancienne plaine des Manœuvres en plein centre-ville de Charleroi. Alors, la plaine des Manœuvres, parce que ça, c'est là que les militaires hollandais, parce que la Belgique a aussi été néerlandaise. On était tout, en fait. On a été bourguignons, pour vous dire. Et donc, c'est sur ce terrain-là qu'on décide de construire le futur Institut national du verre et le musée du verre. Alors, on confie le projet à un architecte belge très important pour l'époque, par deux architectes belges, c'est Jacques de Pelsener et Simon de Brigode, qui vont dessiner donc ce très beau bâtiment. Et là, vous voyez, donc, vous avez des coupes, des plans d'élévation, et puis vous avez sur le côté également, on voit vraiment la répartition des lieux, donc le lieu qui occuperait le musée, donc 2800 mètres carrés. C'est important de retenir ce chiffre, 2800 mètres carrés, donc on se comprendre pourquoi après. Et donc le côté des laboratoires, et aussi vous aviez des halls pour les essais en vrai de ce qui était développé dans les laboratoires. Pardon, je vais trop vite. Alors, naissance d'un musée, mais pour pouvoir faire un musée, il fallait une collection. Alors, quand on parle du musée du verre de Charleroi, il y a directement un nom qui vient à l'esprit, c'est le fameux Raymond Chamboul. Bon, lui tout seul mériterait une conférence. Parce que c'est un personnage truculent, à la personnalité un peu double. Mais ce qu'on peut surtout dire, c'est que c'est lui qui a finalement été à l'origine de la collection du musée du verre. Alors Raymond Chamboul est une personne qui est issue d'une famille de verriers. Il a lui-même travaillé pour Mécaniver. Et c'est au titre de consultant chez Glaverbell qu'il va intégrer le projet du musée du verre. Et c'est un véritable passionné. Dès les années, il n'a même pas 20 ans, qu'il commence à acheter des pièces. Et finalement, il va se constituer un énorme réseau. Il achète chez des antiquaires reconnus, il trouve des merveilles. Alors il a l'œil en plus, mais il trouve des trucs sur les puces. C'est assez extraordinaire. Et en 1963, il propose à la ville de Charleroi de vendre sa collection, qui compte 1082 items, donc 1082 objets. Et en fait, sa collection, ici c'est un tout petit florilège. Sa collection est vraiment exceptionnelle. D'ailleurs, aujourd'hui, le musée du verre, on en parlera, présente une grosse majorité de sa collection.
Ça constitue vraiment la collection historique du musée du Verre, tant au niveau de l'histoire du musée que du fond, on va dire, que du fond documentaire. Alors, vous avez notamment quelques très belles pièces antiques. La première étant une pièce tout à fait particulière, que c'est alors je sors mon jargon d'archéologue, c'est la seule forme en verre Botticelli fermé antique connue dans le monde, et nous avons la chance de la voir. Alors, vous avez également le quatrième objet, c'est un gobelet aux armes de la ville et du marquisat d'Anvers, qui est en pur verre vénitien, qui était classé trésor de la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique. Alors, vous avez une très belle navette typique de Murano, mais qui n'est pas, contrairement, qui est une version 19e, pas une version 16e, mais qui est quand même très bien exécutée. Alors, vous avez également des pièces dont vous reconnaissez le style, hein. Vous avez des Lutz, vous avez les galets, et vous avez aussi un très beau bocal Biedermeier du 19e siècle. Bon, la photo est petite, mais en fait, c'est grand comme ça. Donc, donc un petit florilège des pièces de la collection. Alors, il y avait également une très belle collection d'archives. Et en fait, en 1963, quand il propose sa collection à la ville de Charleroi, c'était les pièces et les archives. Pour des raisons que je n'ai pas encore élucidées, il n'a jamais vendu ses archives à la ville. Et les archives aujourd'hui sont au Corning Museum de New York. Je ne vais pas parler des truculations, de tout ça, parce que sinon on va passer 2 heures ensemble, c'est pas le but. Mais pour vous dire que voilà, elle avait vraiment constitué un fonds exceptionnel, et que malheureusement, heureusement, on a la collection d'objets, mais on n'a pas la collection d'archives, et ce qui est très compliqué pour les projets de musée du Verre, parce que finalement, les archives sont corniques. Dis-moi. Elles ont été vendues au Corning? Oui, vendues à une somme assez rondelette. Ça, je ne trouve pas. Raymond Chambon, ça peut faire l'objet d'une conférence. Donc voilà. Finalement, avec cette collection de base et la construction du bâtiment, le musée commence à s'installer dès 1966 dans ces nouvelles installations, et le musée est officiellement ouvert le 25 juin 1973. Alors, à l'époque de son ouverture, il a vraiment été salué par la critique parce qu'il était résolument moderne, et sa scénographie était résolument moderne et pédagogique. Et là, vous avez quelques vues des salles. Là, c'était le hall d'entrée, le magnifique escalier d'honneur. Alors, la particularité du musée à cette époque, c'est qu'il présentait également, il y avait une convention qui était devenue la Fédération des industries du verre belge, et on présentait en fait au rez-de-chaussée les dernières productions de toutes les verreries belges. Donc, vous aviez des pare-brises, des miroirs, de la gobeletterie, des pots d'épices, tout ce que vous vouliez, même des pièces d'art du Val-Saint-Lambert. Et tout se côtoyait en fait, de façon très harmonieuse au rez-de-chaussée du musée. Alors, ce musée a également développé beaucoup d'activités pendant ses 30 ans d'existence en centre-ville. Et finalement, toujours sur base des 3 piliers sur lesquels nous travaillons toujours aujourd'hui, à savoir l'histoire, l'art et les techniques. Alors, déjà à l'époque, on a voulu mettre en avant tout le savoir-faire verrier de la partie francophone du pays. Et donc, il y a eu 2-3 expositions sur l'art verrier belge. Il y a également aussi eu des belles tentatives, expériences au niveau avec l'art contemporain. Ils ont fait le Noël des créateurs, donc ils avaient sollicité des artistes internationaux à l'époque pour créer une œuvre en lien avec Noël. Et ça avait eu énormément de succès à l'époque. Là, vous avez une photo d'un ange qui était réalisé en bouteille de Coca-Cola. Les artistes sont jamais partis avec, c'était trop. Donc, et vous avez également. Pardon. Et alors, ici, le musée avait aussi été à l'initiative de publications intéressantes, et aussi un peu osé, parce que voilà, au début des années 80, Michel Thierry, qui à l'époque était conservatrice du musée du Val de Charleroi, avait pris le parti d'exposer des artistes de la République démocratique d'Allemagne. Donc c'était assez particulier pour l'époque. À l'époque, on était à l'époque de la guerre froide, vraiment, souligner tout l'intérêt de ce qui se faisait à l'Est. Et d'ailleurs, elle connaissait Christine Hermel, qui était une galériste bruxelloise,
dont nous avons très heureusement hérité de la collection, et qui, elle aussi, pendant toute sa carrière, a favorisé aussi les artistes venus d'Europe de l'Est. Pendant 30 ans, le musée du verre à Charleroi a continué à développer ses activités en centre-ville, et malheureusement sans vraiment de ressources. À savoir qu'il a, enfin, comme mes collègues qui partent récemment à la retraite, qui ont presque 30, qui ont plus de 30 ans de carrière au musée du verre, c'était surtout elles ont beaucoup travaillé avec des bouts de ficelle, et elles n'ont pas eu la chance non plus à une grande époque où on aurait pu acquérir des œuvres d'art d'artistes d'Europe de l'Est, parce que voilà, il y avait du favoritisme, etc. Pour le musée des Beaux-Arts, pour parler un petit peu des petites bisbrouilles chez nous. Et donc, du coup, franchement, et Michel Thierry et Isabelle Laurent, qui se sont succédés à l'époque au musée du verre, qui était alors en centre-ville, ont vraiment fait tout ce qu'elles ont pu pour vraiment mettre en avant le verre comme médium, que ce soit médium artistique ou technique ou bien d'histoire. Alors, pendant 30 ans, il n'y a eu aucun investissement dans le musée, et en fait, à la fin des années 90, il y a eu une idée de renouveler la scénographie, mais ça a aussi été l'époque où l'État a décidé de récupérer son bâtiment. Alors, elle a voulu récupérer son bâtiment, pourquoi? Parce que le tribunal, parce que le tribunal était juste à côté, il n'y avait plus assez de place, donc il fallait qu'elle ait besoin d'un bâtiment pour pouvoir caser le tribunal de commerce. Et donc, du coup, elle met fin au bail amphithéotique, l'Institut national du verre déménage à Mons, et le musée du verre est remis en caisse. Et donc, le musée du verre va vivre 5 ans d'errance en caisse, donc depuis 2002. Enfin, 5 ans d'errance, à partir de 2005, le musée commence à s'installer sur notre nouveau lieu. Et donc, on décide de la délocalisation du musée du verre sur l'ancien site du charbonnage du bois du casier Marcinelle, qui est le patrimoine UNESCO depuis 2012. Donc, ça c'est le site du bois du casier Marcinelle. Donc Charleroi, je parlais de l'industrie du verre, mais c'est pas que l'industrie du verre, c'est aussi le charbon, et surtout le charbon et la sidérurgie. Alors, le site du bois du casier est tristement connu parce qu'en 1956, il y a eu une catastrophe qui a tué 262 mineurs. Et c'est finalement, malheureusement, c'était l'événement tragique qui l'a sauvé, à savoir que laissé à l'abandon, il a fait l'objet de projets européens, et il a reçu énormément de subventions pour pouvoir le réhabiliter. Aujourd'hui, sur le site, vous avez le musée du verre qui a ouvert ses portes en 2007, le musée d'industrie et le musée qui est en lien avec la catastrophe. Et il y a aussi un domaine boisé où vous pouvez vous promener après vos multiples visites. Je suis la publicité si vous voulez faire un petit trip à Charleroi. Alors, le musée du verre, donc lui, le site du bois du casier en 2002 au public. Et à l'époque, le musée du verre n'est même pas encore, entre guillemets, construit. Alors, le musée du verre, en fait, on va l'installer dans dans l'ancienne lampisterie du bois du casier. La lampisterie, c'est le bâtiment où on entreposait les lampes de mineurs, où le mineur allait chercher sa lampe tous les matins ou tous les soirs pour descendre au fond. Donc là, vous voyez le musée, le lieu avant que le musée n'existe. Donc, vous voyez avec les travaux en cours. Alors, ça, c'est le musée à l'intérieur avant. Je vous ai même fait un avant maintenant. Comme ça, vous voyez déjà comme ça a bien changé. Et depuis 2007, donc le musée du verre a été 2025, excusez-moi, nous avons inauguré le 14 septembre 2007. 14 février 2007, excusez-moi, c'est pas grave. Le musée du verre a été inauguré le 14 février 2007 sur le site du bois du casier. Donc voici notre bâtiment actuel. Alors tout à l'heure, je vous ai demandé de vous rappeler du chiffre de 2800 mètres carrés, parce qu'en fait, on est passé de 2800 mètres carrés à 800 mètres carrés. Donc voilà. Donc le musée, mais malgré tout, il est très intéressant. Je n'ai pas plus, mais voilà, c'est pour vous dire que parfois des choses doivent être faites et qui ne sont pas forcément toujours les plus. Pour l'institution, certes, nous sommes là, nous avons des bâtiments, vraiment un très chouette bâtiment sur un très beau lieu. Mais voilà, le revers de la médaille, c'est qu'on n'a plus autant d'espace qu'auparavant. Alors, le musée du verre aujourd'hui, c'est une collection de près de 6500 items. Alors, pourquoi je parle depuis le début de items et pas objets? Parce que dans items, j'entends objets archéologiques, objets historiques, ensemble d'objets, sculptures,
Et tout ce que vous pouvez. Alors vous avez aussi des catalogues de vélos, des phares de voitures, des ampoules, enfin, vraiment, tout ce qui est en lien avec le verre, vous pouvez le trouver au musée du verre. Alors, donc, alors la collection, c'est d'abord la collection Raymond Chambon, et puis c'est un enrichissement au quotidien depuis plus de 50 ans. Donc, donc finalement, c'est 6500 items, ça représente 14 fichiers Excel, 3156 photos, et tout cela bientôt en partie accessible en ligne, c'est en cours. Enfin, c'est un des projets qu'on mène pour le moment aussi. Et, et ça aussi, c'est la plus importante collection d'art contemporain, collection publique belge. Alors, la croissance des collections, elle se fait en cohérence avec les missions du musée, à savoir, c'est toujours en lien avec ou l'histoire, ou l'art, ou la technologie du verre, ou parfois les trois en même temps, ou deux ensemble. Alors, comment procède-t-on à la croissance des collections? On a d'abord des dons. Alors, des dons de particuliers, d'artistes, d'industrie aussi. Par exemple, nous avons très bon lien avec AGC, donc très régulièrement, j'ai le droit à des échantillons que je peux faire entrer en collection, finalement, qui poursuit la collection de tout ce qui est en lien avec l'histoire industrielle de Charles III. Par exemple, au musée du verre, on a presque 1000 échantillons de verre industriel. Tous différents. Pour vous dire, ça permet de vraiment voir la richesse de ce qu'on faisait à Charleroi. Alors, on a les achats, bien sûr, qui sont soit via la municipalité, soit via l'association qui soutient les activités du musée du verre qui s'appelle SBL Charleroi Muséum. Et ça peut aussi être des sauvetages. Alors, je vais vous en donner un exemple, je pense que c'est le plus emblématique. En fait, en 2014, il y a quelqu'un qui a récupéré dans un conteneur devant une maison en restauration, en dérestauration, je dirais plutôt, deux magnifiques portes avec des vitraux art déco qui avaient été jetés là. Heureusement, ils n'avaient pas été cassés, non rien. Ils ont juste été arrachés, donc on a juste les systèmes de fermeture, il faut les enlever pour enlever les doigts cassés. Mais sinon, elles n'ont rien, donc c'est pour ça. Là, c'est rentré en collection, comme ça, on a ramassé ça sur la rue, on va dire ça presque. Ou bien alors, parfois, on trouve des verres intéressants qui illustrent l'histoire des coquetteries belges sur des bandes de portes. Donc, on le ramasse aussi et on l'intègre en collection. Ça permet d'enrichir aussi l'histoire, finalement, d'un verre qui est certes moins artistique, mais qui fait partie de l'histoire de notre ADN, de l'industrie du verre en Belgique. Alors, vous avez un petit... un tout petit florilège de ce que nous avons en collection. J'ai pensé à toi, Eric, un petit peu à toi quand j'ai constitué le petit panel. Alors, vous avez bien entendu des verres antiques. Vous avez aussi une collection de verres espagnols qui ont un très beau cantier du XVIIe siècle. Une belle bague de verre. J'ai un trou de mémoire. Merci, c'est gentil. Alors, vous avez aussi une très belle œuvre de Jan Zoritchak, une lampe de mosquée, excusez-moi, regarde, c'est gentil, merci de faire mon deuxième cerveau aujourd'hui soir. Un très beau verre à jambes de serpent, deux œuvres de Gérald Vatrin, une des plus vieilles pièces du musée, à savoir des perles mycéniennes du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, une petite pâte de verre de Corchemont, la petite rouge. Elle est petite, hein, sont pas aussi grandes que celle. Donc voilà, alors vous avez aussi une œuvre de Colin Reed, une œuvre de Rudy Cavalienne, et alors on a aussi des bouteilles de vin du 18e. Donc ça, c'est vraiment un tout petit florilège. Vous êtes obligés de venir voir le reste. Hein. Oups, pardon. Alors comment on présente cette collection? Alors, donc le musée s'est réparti sur 3 étages. Et en fait, le choix de la conservatrice de l'époque, donc Rina Margos, ce qui a été de présenter des collections à rebours. C'est-à-dire qu'on part de l'art contemporain et on remonte au premier temps du verre. Le rez-de-chaussée, c'est un peu un espace multiple, à savoir qu'on y propose de découvrir l'histoire du verre industriel. Et c'est aussi notre espace boutique et accueil. Alors là, quand vous montez au premier étage, on a créé ce qu'on appelle le panorama. Donc là, on présente quelques pièces qu'on a acquises récemment. Je pense que vous reconnaîtrez tous l'œuvre qui se trouve à votre gauche. C'est une belle photo. Hein. Moi, j'aime beaucoup cette photo. Et puis, quand vous passez sur la passerelle pour rentrer dans le musée, vous avez une autre œuvre qui nous a été mise en dépôt par Philippe Bajul et Michael Grisberg.
Et puis vous rentrez dans l'exposition permanente, et donc vous avez ici plusieurs vues du musée. Donc, si vous voyez donc Gallet, René Lalique dans le fond, puis quand vous allez plus loin, vous avez les verres espagnols, puis alors vous avez des cristaux, enfin, le cristal, le verre litialin, les verres gravés, puis les verres de Venise tout au fond. Et puis quand vous montez à l'étage, vous rentrez dans l'espace gallo-romain et romain. Et là, vous avez vraiment de très belles pièces qui sont issues soit de la Gaule, de ce qu'on appelle le territoire de Gaule-Belgique, ou bien de la Rome méditerranéenne, de l'Empire romain méditerranéen. Alors le musée du Verre, c'est aussi des expositions historiques. Alors, on a fait plusieurs. Depuis que je suis arrivée que je suis entrée en fonction, j'en ai fait 3. Une sur la mairie de Skymont, qui est une très belle gobletterie qui, durant l'époque Art déco, a fait des très belles pièces artistiques au verre gravé au jet de sable. Alors, on a également fait une expo sur le vitrail au Palais des Beaux-Arts de Charleroi en 2015. Et en 2018, on a présenté une verrie sur l'industrie du verre, une exposition, sur l'industrie du verre à Charleroi qui s'intitulait Verriluche humaine. Et là, le souhait qu'on voulait pour cette expo, c'était de présenter finalement, voilà, les verris, ce sont des souffleurs de verre, mais pas seulement, et on voulait montrer tous les aspects du travail dans le monde du verre. Nos projets, parce qu'on a quand même d'autres. Donc, depuis 2018, on n'a plus fait d'exposition. Pourquoi? Parce qu'en fait, la salle polyvalente du Bois du Casier est totalement inapte à recevoir des expositions permanentes, en raison des conditions de conservation. Donc, on a décidé en fait de ne plus en faire au Bois du Casier. Et avec l'ouverture du Musée des Beaux-Arts en 2022, on a pu vraiment réimaginer la possibilité de pouvoir faire des expositions de grande ampleur. Donc, c'est une édition qui était prise l'année dernière. Et donc, en 2026, nous présenterons une exposition sur Art déco et modernisme au Val-Saint-Lambert. Les cristalleries du Val-Saint-Lambert sont très grandes cristalleries belges qui fêtent son bicentenaire l'année prochaine. Et dans ce cadre-là, nous sommes alliés avec 4 autres musées belges pour pouvoir présenter un programme d'exposition sur cette cristallerie. Donc, le musée du Verre, vous l'avez compris, ce sera Art déco et modernisme. Le musée du Grand Cursus de Liège, ce sera Art Nouveau et Japonisme. Le musée du design de Bruxelles, ce sera Studio Glace et Design au Val-Saint-Lambert. Et la maison Ramon, qui est une magnifique maison Art Nouveau, on doit à Debrun-en-Faux à Bruxelles, présentera les frères Muller, que vous connaissez peut-être dans le contexte de leur verrie à Lunéville, mais qui ont d'abord été designers au Val-Saint-Lambert. En 2028, nous accueillerons une exposition produite par le Stanze del Vetro de Venise sur Paolo Venini. Et en 2030, dans le cadre du bicentenaire de la Belgique, parce qu'on va bien y arriver un jour, ce bicentenaire, on présentera finalement le savoir-faire verrier belge, mais plus comme d'habitude sur les verries 19e, mais sur innovation technologique de l'industrie du verre belge, donc de la verre belge, entre 1950 et 1990. Tout ça aura le musée des Beaux-Arts, parce que là, ils ont une très belle salle d'exposition, 300 mètres carrés. Tu l'avais vu, je pense, c'est ça. Non, tu veux, c'est très grand. Donne la chance. Alors, on fait aussi de la recherche au musée, on organise des colloques. Alors, on a organisé, depuis que je suis là, on en a organisé 3. En 2017, avec Stéphane Palotte, que vous connaissez peut-être, on a composé avec l'ennemi en 14-18. Alors, c'était un colloque pluridisciplinaire sur la collaboration économique de guerre. En 2020, on a voulu mettre les femmes à l'honneur, et donc du coup, on a organisé un colloque qui s'appelait Femmes de verre, Femmes de verrie, encore une fois avec Stéphane Palotte. Et quand vous voyez les dates, on a eu de la chance. C'était juste avant le Covid. Une semaine après, on était confinés. Donc voilà. Et en 2022, l'ONU avait décrété que 2022, c'était l'année du verre. Et en 2022, on a organisé en collaboration avec l'Institut royal du patrimoine artistique et les musées royaux d'art et d'histoire 2 journées de découverte autour du verre. Et au musée du verre, on a organisé un colloque avec Working with Glass in Belgium, parce que vous savez, la Belgique est bilingue, donc du coup, pour une français, personne n'a fait en anglais. Et donc, ça réunissait les différents acteurs du verre, que ce soit dans le monde de l'industrie, dans le monde de l'art, de la restauration de patrimoine et des arts artistiques. Alors, c'est aussi, le musée du verre, c'est aussi des publications. D'ailleurs, si vous le souhaitez, j'en ai apporté quelques-unes pour que vous puissiez les consulter. Donc, on a publié plusieurs ouvrages sur les collections.
et aussi donc des actes de colloque, dont deux ont été publiés, composés et gagnés en 1998 avec l'Académie royale de Belgique. Et puis l'année dernière, il y a 2 ans déjà, j'ai publié un ouvrage sur tous les vitraux dans l'espace privé à Charleroi. Et puis on a également donc, publié les actes du colloque de 2020. Et Anne Ploumaker, qui travaille au CERFA, mais dont les premiers amours, c'est l'art nouveau, a contribué à un ouvrage sur les collections art nouveau du Musée du Verre. Si vous voulez, vous pouvez les consulter. Voilà. Enfin, il y en a 4, donc vous pouvez les partager. Alors, il y a une mission, voilà, il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur aussi, c'est valoriser le verre comme médium artistique d'art contemporain. Et alors, dans ce cadre-là, j'ai développé un premier projet qui s'appelle les Focus. Alors, les Focus, en fait, c'est. Enfin, je vous expliquer, au Musée du Verre, on n'a pas beaucoup de place. Donc, en 2018, on a décidé de sacrifier l'espace qui était dédié à la collection permanente d'art contemporain pour en faire un espace d'exposition temporaire. Et donc, depuis 2018, on présente 2 fois par an un artiste, je dirais pas verrier, Eric, un artiste, dont le verre est médium de prédilection. Et depuis 2018, on a vu beaucoup défiler pas mal d'artistes au Musée du Verre. Les premiers qui ont fait l'exercice, c'est les Perrin-Perrin. Alors, vous avez aussi, après, nous avons aussi accueilli Gianpaolo Amoroso. Et donc, vous avez aussi vu du focus sur Gérald Vatrin. On a aussi accueilli Jean-Baptiste Cybertin-Blanc, Jean-François Lemaire. On a accueilli un focus qui s'appelait Symbiose de verre en duo, pour lequel Eric a eu la gentillesse de nous prêter des œuvres des Monod, notamment, et de Isabelle Monod et des Légou. Donc, voilà. Alors, ça, c'est encore d'autres focus. Donc, le focus qui était consacré donc, à Chantal Delporte. Chantal Delporte, une artiste belge qui mérite vraiment le détour. Puis vous avez une vue de ce fameux focus Symbiose de verre en duo. Et puis vous avez, là j'ai une toute petite photo, le focus en cours que nous consacrons à Aurélie Abadi et Samuel Sauc, focus qui dure jusqu'au 14 septembre. On ne s'arrêtera pas là, parce qu'à partir du 26 septembre, on présente le travail de Mathieu Brodet, qui est un artiste français qui vit aujourd'hui au Canada, qui est en résidence au CERFAS, une collaboration avec le CERFAS. Donc c'est une restitution en résidence. Et ensuite, nous accueillons Antoine de Perlier en focus à partir du 22 novembre, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Alors, chaque focus donne lieu à des publications, parce que je trouve ça important qu'il y ait quelque chose qui reste de ces expositions, et parce que ça permet aussi de valoriser le travail des artistes. Alors, vous avez voilà, toutes les publications qu'on a faites depuis le début sur le focus d'artistes. Donc, vous voyez, on a eu Perrin, Jean-Paul Amoroso, Gérald Vatrin, Anouche B, Jean-Baptiste Cybertin-Blanc, Jean-François Lemaire, Desislava Stoyanova, qui a un travail extraordinaire qui a fait de la mousse de verre. Alors, vous avez Chantal Delporte, Lila Farget, Symbiose, qui a permis de réunir 12 couples d'artistes. En fait, c'était un focus qui était consacré aux couples d'artistes. Et maintenant, nous avons Aurélie Abadi et Samuel Sauc. Alors, valoriser le verre comme médium artistique d'art contemporain, on a aussi créé la Biennale contemporain, qui a connu sa première édition l'année dernière et qui connaîtra sa seconde édition l'année d'après, en 2027. Et qui, elle, a lieu dans l'espace d'exposition du Musée des Beaux-Arts. Tu vois, c'est un bel espace, c'est grand. C'est aussi grand que le Musée du Verre, en fait, en termes de surface totale. Et pourquoi avoir fait cette exposition au Musée des Beaux-Arts? En fait, pour ceux qui me connaissent, moi je défends Belzéon le fait que les artistes qui ne sont pas artistes verriers et non artistes d'art contemporain, oui. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire la Biennale au Musée des Beaux-Arts. C'était vraiment pour casser les codes, mais voilà que le verre a également sa place dans un musée des Beaux-Arts. Alors, c'est aussi soutenir les artistes à travers les acquisitions. Et donc ça, c'est un petit exemple des différentes pièces qui ont été acquises ces dernières années. Alors d'abord, il y a un grand principe. Si l'artiste n'est toujours pas en collection, on le présente en focus, on achète une œuvre à l'artiste. Automatiquement. On achète également l'œuvre qui remporte le prix de la Biennale, parce que la Biennale qu'on organise à Charleroi, il y a un prix, et le prix, c'est une somme d'argent plus l'acquisition de l'œuvre qui a le prix. Et donc, vous avez ici donc différentes des œuvres d'Aurélie Abadi, Samuel Sauc, Antoine Le Perlier, Desislava Stoyanova,
Sandrine Zambert, Gianpaolo Amoroso, Monica Lugisberg et Philippe Baldwin. Derya Geliani, qui est une jeune artiste turque. Je ne sais plus, c'est pas grave. Et Jean-François Lebert. Lucie Zidorskova, qui est une jeune artiste tchèque, qui, à mon avis, pour Lucie Zidorskova, c'est un pari sur l'avenir. Donc voilà. Alors, dernier point, valoriser le verre auprès du public. Alors, depuis 2019, on organise tous les 2 ans, enfin le Covid est un peu venu déranger tout ça, mais on organise tous les 2 ans ce qu'on appelle les Glass Days. Les Glass Days, c'est pas la biennale. Les Glass Days, c'est vraiment, on rassemble une trentaine d'artistes ou artisans d'art qui viennent présenter leur travail le temps d'un week-end. Ils doivent être présents. Et ça permet finalement au public de venir à la rencontre du verre et d'offrir une porte d'entrée pour connaître le verre. C'est pour ça que c'est pas unique. Enfin, c'est pas de l'art pur et dur. C'est comment dire de l'art accessible, enfin plus ou moins accessible, et qui est une porte d'entrée vers le musée. Alors au départ on l'avait appelé biennale, et en fait c'est là qu'on avait fait une erreur de casting au niveau de l'appellation, parce que ce qu'on nous a reproché, c'est que c'était pas, enfin ce qu'on nous présentait n'avait pas la qualité d'une biennale artistique. Et donc, du coup, on a changé notre fusil d'épaule, on a créé la biennale. On n'avait pas fait de travail, c'est pour ça. Et on a créé des Glass Days, qui est plus vu comme vraiment une fête du verre, où les gens viennent rencontrer les artistes, peuvent voir des démonstrations, peuvent visiter le musée, peuvent participer à des visites guidées. Et là, vous avez les affiches des 2 dernières éditions. Et alors après, on a aussi un dernier point. Enfin, il y a plein d'autres choses, hein, mais je vous ai donné les principales, ce qui est aussi les initiations de travail du verre. Donc au musée du verre, on a la chance d'avoir un atelier. Et depuis 2 ans, on organise tous les mois une journée d'initiation au filage de verre au chalumeau. On organise aussi, quand c'est possible, un week-end d'initiation à la pâte de verre et un week-end d'initiation au fusing. C'est vraiment pas pour on organise aussi une masterclass tous les 2 ans. Alors, ce n'est pas pour les gens, enfin, c'est pas pour les personnes, je dirais, qui sont déjà connaissent, c'est vraiment pour que les gens puissent prendre connaissance du matériau, puissent vraiment tester le matériau, voir ce que c'est, et pour parfois aussi se rendre compte que le verre, c'est un matériau difficile à travailler. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment un projet qui nous tenait à cœur, vraiment permettre au public de rencontrer le verre d'une manière ludique aussi. Donc voilà, je vous ai présenté le musée du verre, son histoire et les gros projets qu'on y mène. Il y a beaucoup d'autres choses, hein. En tout cas, n'hésitez pas à faire la route jusque chez nous. Il y a de belles choses à voir en Belgique, hein. Il n'y a pas uniquement dans le sud de la France qu'on voit des belles choses. En plus, il fait normalement plus frais. Je dis bien normalement parce que ce n'est pas le cas pour le moment. Et en tout cas, n'hésitez pas à venir nous rendre visite. Et si jamais vous souhaitez me reprendre contact avec moi pour des raisons diverses et variées, alors vous ne m'en voudrez pas de vous répondre toujours très vite parce que parfois, malheureusement, je suis sur d'autres choses. Mais vous avez mon adresse mail que je vous invite à prendre note si vous le souhaitez. Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis. J'ai une petite anecdote, parce que ce personnage de Raymond Chambon m'intrigue énormément et souvent j'aurais aimé en savoir beaucoup plus sur lui. D'ailleurs, tu disais que ça pourrait mériter vraiment une conférence. Et si j'étais eu un ouvrage sur ce personnage, alors, et après je raconterai une petite anecdote. Tu veux une anecdote sur Raymond Chambon? Enfin, une anecdote. Alors, je vais le dire tout de suite, c'est-à-dire qu'en fait, en septembre, je pense, oui. On accueillera quelqu'un pour faire une autre conférence qui a rédigé un ouvrage sur le verrier Henri de Navarre. Oui. Ça doit être le premier ouvrage qui est paru sur Henri de Navarre. On a 2 pièces ici au musée, aussi, je crois, et donc il a constitué une collection, pour faire cet ouvrage, il a fait parce qu'il a constitué une collection au fur et à mesure
assez rare, parce qu'il y a pas beaucoup de pièces qui circulent tout de même, et il en a acheté une à la veuve de Raymond Chambon. Voilà. Alors c'est aussi pour dire que Raymond Chambon a vendu sa collection, ses archives, au Corning Glass Museum à New York, à la ville de Charleroi, mais il doit y avoir d'autres pièces qui ont encore circulé, et c'est par la suite que lui, il a pu acheter, bien plus tard, une pièce à sa veuve. Alors, en fait, franchement, c'est vraiment... j'ai participé à un colloque à Genève au mois de mars, et en fait, parce que je voulais m'obliger, entre guillemets, à prendre le temps, parce qu'on n'a pas toujours le temps de signer un contrat dans un musée, d'étudier la personnalité de Raymond Chambon. Alors, c'est une personnalité qui est très controversée, parce qu'il a été capable du meilleur, mais aussi du pire. À savoir qu'effectivement, sa collection, la collection qui a été rachetée par la ville, compte des pièces exceptionnelles, mais il faut savoir qu'il a, durant, en tout cas, parce qu'il a finalement été une courte vie, il est décédé à 1976, donc il avait 20, 40, 22, 76, ça fait 54 ans. Et en fait, durant toute sa vie, il a voulu défendre Bexéon, l'idée que la région de Momigny, qui est un peu plus au sud de Charleroi, a été le centre du verre nord-européen depuis les Gallo-Romains jusqu'au XVIe siècle. Et pour pouvoir en fait justifier cette théorie, il a créé des faux. Il fait faire des faux. Et donc on a, dans la collection du musée du verre, on a aussi plein de choses qui sont, qu'on indique Véribus Surginet, Véris Boé, etc. Mais en fait, ce sont des falsifications. Ce ne sont pas forcément de faux objets, mais en fait, il les a détournés pour faire des faux et pouvoir défendre sa théorie sur les Véris Mominus, sur les Véris Boé. Et là, au musée, on a des faux, des vrais faux, des faux vrais, et des vrais avec lesquels il a fait des faux. Et il a notamment été à l'initiative d'un tout à fait faux moule. Tu vois, les bouteilles, je parlais, excusez-moi, les bouteilles antiques avec les formes carrées. Et en fait, il a fait créer un faux moule pour justifier qu'on fabriquait déjà ça dans la région de Momigny à l'époque romaine. Alors que c'était une pure fumisterie. Certes, il y a des traces archéologiques de fours à verre à Momigny, mais elles ne datent pas de l'époque romaine. Mais en fait, toute sa vie, il a défendu cette idée de verrerie à Momigny. Et d'ailleurs, il a écrit une histoire du verre en Belgique, qui pendant très longtemps a été considérée comme référence dans l'histoire du verre, alors qu'à la base, ce monsieur, qui était un passionné, n'a aucune formation académique, il a appris sur le tas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on s'étonne comment a-t-il pu rédiger, je veux dire, un ouvrage finalement qu'il a publié, il avait à peine 30 ans, hein, un bouquin énorme sur l'histoire du verre en Belgique. Alors, aujourd'hui, on se pose de savoir si c'est vraiment lui qui l'a rédigé, ou s'il n'a pas subtilisé. Oui. Maintenant, c'est comme, certains. Il a eu l'œil pour avoir des pièces. Mais malgré tout, qui ont été revendues par la suite, et notamment. En fait, je pense qu'il s'est constitué une collection et qu'il était acheteur et vendeur. La question que je me suis posée en rédigeant la communication pour Genève, c'est de savoir est-ce que finalement il n'a pas constitué une collection pour pouvoir la vendre à la ville de Charleroi, en sachant très bien qu'il était intégré dans le projet musée du verre. Donc du coup, il savait qu'il fallait une collection pour le musée du verre. Donc est-ce qu'il n'a pas constitué une collection dans l'idée de la vente? Il n'y a aucun document qui l'atteste, hein, mais on a en droit de se poser la question, comment se fait-il que tout d'un coup il se met à acheter? Parce que quand on regarde, j'ai analysé ces fiches, les acquisitions se font de façon assez régulière, et comme par hasard, à la fin des années 50, ça monte en flèche, et il achète plein de pièces, jusqu'en 1973, comme par hasard. Donc voilà. Donc là, mais je sais que la vente a eu lieu en deux parties. Il y a une partie qui a été vendue en 63, qui a été proposée à la vente en 63. Les documents aujourd'hui dont je dispose ne me permettent pas de dire quand la vente a été officialisée définitivement. Mais je sais qu'il y a une deuxième partie qui a été vendue juste après l'ouverture du musée en 1973. Par contre, quand Raymond Chambon décède, sa veuve, pour des raisons que je ne comprends pas, ne se trompe pas.
ce que je comprends, c'est que la ras-le-bol de contact avec la ville de Charleroi, qui est pas, l'administration, c'est pas toujours facile. Surtout, on a le musée Royal de Marigny, qui est un grand musée belge, enfin, à voir si vous venez un jour, enfin, quand vous venez en Belgique. Et le propose au musée Royal de Marigny, qui à l'époque était un musée de l'État belge. Mais malheureusement, fin des années 70, en plein réforme institutionnelle, le musée Royal de Marigny devait passer du côté, je dirais, francophone. Et donc la vente n'a jamais eu lieu, mais elle en voulait 4 millions de francs belges. C'était revendu au Corning. On se dit que c'est l'on voulait 4 millions. Enfin, c'est pour ça qu'on est passé de 1,5 million à 4 millions sur le dernier prix. Je crois qu'elle a bien l'argent à fond. Et on ignore totalement combien elle a vendu la collection d'archives au Corning Museum de New York. Mais il reste beaucoup de zones d'ombre. Mais comme j'ai déjà souligné à Genève, quand j'ai fait la communication sur Raymond Chambon, enfin, voilà, finalement, c'est un être humain. Chaque être humain il a ses zones d'ombre, ses zones de lumière. Certes, lui, il a fait ce qu'il a fait par rapport à ses falsifications, etc. Mais grâce à lui, il y a un musée du vin. C'est quand même lui qui a créé le musée du vin dans sa tête. On a ses notes où, voilà, tel espace, il faut montrer ça, tel espace, on montrera ça, tel espace, il faut tel dispositif. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui, même s'il n'avait pas de formation académique, était quelqu'un de très intelligent et très malin aussi. Et je pense vraiment que maintenant, voilà, j'ai toujours envie de prendre le positif chez les êtres humains. Et je pense que voilà, on lui doit quand même une collection qui, vous avez vu quelques photos, ce n'est que quelques photos, elle est exceptionnelle. J'ai eu l'occasion de la voir dans les vitrines au musée, c'est quand même une très belle collection de verres historiques. Donc, parfois, je pense que oui, il y a beaucoup à dire, mais on en retiendra que le positif, c'est grâce à lui, il y a le musée du verre qui existe. Donc, voilà. Et la collection Capa, Giuseppe Capa, est-ce qu'il y a des relations avec Charleroi? Parce que, en fait, lui, il a travaillé beaucoup sur Saint-Lambert. Oui. Il a récupéré beaucoup d'archives. Et c'est parti où ça? Alors là, je n'ai aucune idée. Ah, ouais. J'en ai aucune idée. Je connais les ouvrages de Giuseppe Capa. Parce qu'il travaillait à Luxembourg et à Bruxelles. Tout à fait. Mais par contre, ce qui est advenu de son fonds documentaire, de sa collection, c'est malheureusement parfois un peu le problématique qu'on rencontre quand on connaît des collectionneurs qui un jour décèdent, ou bien voilà, c'est qu'on devient leur collection. Je prends un exemple, il y avait un collectionneur à Charleroi qui collectionnait que les productions artistiques art déco des mairies du centre. Et il est décédé inopinément d'une crise cardiaque. Il était jeune, il avait à peine 50 ans. Et en fait, j'ai seulement appris récemment que sa collection était vendue en vente publique, mais pas dans la région. Donc, de façon, j'étais presque en sous-main, je veux dire, de façon assez confidentielle, alors qu'il avait des pièces extraordinaires qui auraient mérité d'être publiées. Donc maintenant, c'est toujours un peu. Parce que lui, Capa avait récupéré les archives de Saint-Lambert au moment du démantèlement et il me disait qu'il allait dans les peines. Ah oui, mais c'est pas celui qui est dans les peines, il est dans les peines. Il allait récupérer toutes les archives. Il avait des archives jusqu'au XVIIe siècle pour la Fondation. Est-ce que c'est devenu la place? Voilà. Peut-être que Anne Magasse, c'est peut-être, mais moi j'ai jamais eu. Personne ne m'en a jamais parlé, en tout cas. Donc voilà. Et les verriers contemporains belges, ils sont. Il n'y a pas beaucoup. Ah, c'est ça. Mais le loup? Non, le loup. Non, le loup, c'est pas un artiste. Excusez-moi, j'ai dit ce que je pensais. Non, il a eu. Non, c'est une petite. Voilà, excusez-moi, c'est pas forcément un travail qui m'emballe le plus. Pardon? Excusez-moi. Parfois, je dis très honnêtement ce que je pense. Mais voilà, en Belgique, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'artistes, ce qui est dû, parce qu'il y a, contrairement à la France, il n'y a pas d'école qui enseigne le verre. Il n'y a pas vraiment, contrairement à la France, on ne favorise pas beaucoup le nom des artistes en Belgique. Donc, il y en a quelques-uns, fort heureusement. Mais voilà, Chantal Delporte en fait partie, Gianpaolo Monzo aussi, il y en a d'autres. Donc voilà, et on essaye de leur donner leur place à Anouchka Bayens aussi. On essaie de leur donner leur place au sein des focus. C'est quand même déplacé de ma part de ne pas leur faire une place au musée du verre, surtout ce travail de qualité. Mais c'est clair que voilà, non, la France est plus grande, mais il y a malheureusement
le médium vert n'est pas très exploité au niveau belge, beaucoup plus à céramique, par exemple. On voit beaucoup plus dans les expositions de métiers d'art. Le verre est peau de chagrin et contrairement à la céramique. Au revoir. Vous allez nous voir maintenant. Je vous remercie pour votre attention en tout cas. Merci, Catherine. Merci beaucoup. J'espère que je parle très vite, je suis désolée, mais moi je pense que j'ai bien le choix. On peut saluer aussi la programmation est toujours très dynamique, parce qu'avec des expositions par an. Deux fois plus par an. C'est régulièrement renouvelé, avec des artistes contemporains. On voit souvent cette actualité. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ça peut rester. Merci.